toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeants et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Bonin. Bonjour Patrick. Bonjour Patrice. Alors merci mille fois Patrick, d'être à cet épisode. Pour ceux qui me suivent un peu sur, les réseaux, vous avez vu que j'ai eu, pas mal de problèmes cette semaine et on en a encore un juste avant, technique. Donc, je pense que, cet épisode est exceptionnel déjà en ce sens-là et effectivement, j'ai fait à l'appel, à la communauté pour que, les personnes qui souhaitaient intervenir dans le cadre de ce podcast, viennent aujourd'hui et tu as été, le premier à réagir. Donc, bah, j'avoue que merci déjà d'avoir, réagi et de t'être proposé, aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, avec grand plaisir. Alors Patrick, pour, ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter. Je m'appelle Patrick Bonin et je suis le directeur général d'une agence de relations publiques, qui s'appelle The Line et qui, accompagne, des marques, des institutions et des personnalités dans leur, communication corporate et notamment, la gestion d'images de dirigeants sur les réseaux sociaux, mais pas que. Alors, en fait, bien évidemment, on a préparé cette émission avant de faire cet enregistrement et alors tu avais souligné un parcours atypique. Je voulais que tu m'en parles un petit peu. Alors, oui, je ne viens pas du tout, à la base d'une formation, pour faire des relations publiques. Je suis un ancien élève de l'École normale supérieure. J'étais spécialiste des auteurs anglais, des économistes anglais du 18e et il se trouve un peu par hasard, rejoint une première agence de relations publiques et puis, je me suis passionné pour ce métier. J'ai fait un petit crochet dans un cabinet ministériel mais depuis bientôt 20 ans, je suis dans des agences de relations publiques alors que ma formation académique et universitaire ne vient pas du tout de là. Eh ben, écoute, voilà, ce qui prouve bien que, dans nos métiers, finalement, c'est pas parce que la formation initiale, devient ensuite après le cœur de métier, mais je pense qu'on garde toujours un petit peu, quand même d'éléments dans son activité de formation initiale. Alors justement, toi qui as, une vision, tu disais ça fait 20 ans, maintenant que tu as basculé sur cette thématique-là. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous donner ta vision de l'évolution des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux ont envahi notre vie. Moi, je fais partie des peut-être rares personnes qui considèrent que, le fait que les réseaux sociaux aient envahi notre vie sont en réalité une très bonne chose. Puisque, en fait, on a, des moyens, un d'exprimer ses positions, 2 de se cultiver en, découvrant d'autres positions, d'autres points de vue, français, étrangers et en fait, ces réseaux sociaux, ils apportent une forme de culture générale et de curiosité incroyable. Alors évidemment, qui dit, multiplication des sources, dit parfois multiplication de sources qui ne sont pas, justifiées, sourcées, mais au fond comme, on l'était il y a quelques années parce qu'on allait, boire un verre dans un pub, on allait, discuter avec des gens et là aussi, il pouvait y avoir, des échanges d'informations, erronées. Mais moi, je fais partie de ces rares personnes qui considèrent que, l'avènement des réseaux sociaux permet d'avoir une ouverture sur le monde bien plus importante et qu'au fond déjà ça, c'est déjà une très bonne chose. OK. Alors, 2e question, effectivement, on parle, sur ce podcast de la thématique de la leader advocacy. Pour toi aujourd'hui, comment on pourrait définir justement cette, thématique leader advocacy? Heu, le fait que des, dirigeants, expriment leur point de vue et incarnent le point de vue de leur entreprise, de leur organisation est, essentiel de tout temps. Ça l'était déjà, avant l'avènement des réseaux sociaux quand, ils prenaient la parole dans d'autres canaux. L'arrivée, et le déploiement, l'avènement des réseaux sociaux oblige les dirigeants qui veulent faire entendre leur voix à redoubler de créativité, d'évolution des formats de leur prise de parole sur les réseaux et sur l'univers du digital au sens large. Et donc cette évolution du leader advocacy demande, notamment parce qu'une majorité désormais de dirigeants le font, demande 3 piliers, essentiels. Le premier, c'est d'avoir quelque chose à dire. Alors, tu me diras: «Mais c'est une évidence». Eh bien non, le fait d'avoir des éléments à dire et de ne pas être un simple, j'allais dire gestionnaire d'entreprise, d'organisation, c'est aussi être habité par des messages qu'on veut faire passer. Le deuxième pilier, c'est de vouloir dire quelque chose
a des audiences et donc il faut que les réseaux sociaux sur lesquels, ces leaders s'expriment, soient des réseaux sur lesquels leurs audiences, s'expriment. Que ce soit, l'interne, que ce soit, des cibles extérieures et puis la troisième chose, c'est qu'il y ait, et on le voit bien sur les messages, et les leaders qui sont les plus efficients sur les réseaux sociaux, heu, le fait qu'il y ait, une forme de sincérité dans le propos. On ne peut pas être aujourd'hui un leader dont la voix porte, si au fond cette voix elle est lisse, elle est classique, elle est, réalisée avec l'aide, d'une intelligence artificielle qui, nous dit ce que l'on doit dire. Il doit y avoir une vraie forme d'authenticité, et quand on est un dirigeant de très grands groupes, cette authenticité elle n'est pas facile à mettre en mots, et à mettre dans les différents canaux de communication accessibles aujourd'hui. Et même je crois que, dans la discussion toujours qu'on a eue avant, pour toi, il y avait aussi une dimension plus large, hein. C'est-à-dire que, forcément nous la thématique ici est très digitale, et je m'aperçois moi aussi en fait, hein, de plus en plus, sur l'accompagnement des prises de parole, soit dans des, salons, congrès, enfin, en tout cas voilà, qu'il y a quand même un besoin de travailler aussi sur, des éléments plus classiques pour avoir une vision, globale de la prise de parole, du leader dans une entreprise. Oui, tu as, totalement raison. La le et évidemment, c'est la thématique de ce podcast, c'est l'impact digital des leaders aujourd'hui. Mais, la discussion à mon sens doit impliquer d'autres canaux et donc du coup, très vite, une notion et sans doute qu'on y reviendra tout à l'heure, d'alignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, quand on est un dirigeant, prendre, la parole sur LinkedIn et évoquer, la volonté d'être, leader dans les enjeux d'inclusion, et montrer tout ce que son entreprise et son leadership a pu apporter à son entreprise et le matin participer à une conférence de presse sans relayer le même message, l'après-midi faire un séminaire interne avec son board et ne pas évoquer, ces éléments. Le fait que, les différents touch points de cette entreprise ne relaient pas ces informations, que le soir il y ait une assemblée générale des actionnaires et qu'encore une fois ces messages, soient portés, mais que d'ailleurs dans les autres canaux, dans les syndicats professionnels auxquels, ces dirigeants, appartiennent, que dans les, talks, qu'ils peuvent faire, des TEDx, des rencontres économiques d'Aix, dans des événements dans lesquels ils portent la parole. Là aussi, il y ait des points de vue structurants du dirigeant qui soient repris et donc évidemment aujourd'hui les réseaux sociaux ont une portée très importante et ont une audience très importante, et ont permis d'élargir cette audience avec des multiples fois 100, fois 1000 en termes d'audience comparé à, des colloques, traditionnels. En revanche, cet outil et ce canal que sont, qu'est le réseau social ne peut pas être l'alpha et l'oméga et donc on doit continuer quand on est un leader à prendre des positions dans d'autres écosystèmes et donc oui, évidemment, une complexité, de ces propos puisqu'il faut de la cohérence, et une capacité d'adapter son propos à ces différentes audiences, qu'elles soient, sur les réseaux sociaux, qu'elles soient, dans des cercles de réflexion, qu'elles soient auprès de ses actionnaires, de ses collaborateurs, de ses partenaires, et ça n'est pas toujours évident puisque, chacune de ces cibles peut recevoir le message du leader de manière, très différente et parfois d'ailleurs le contester. Ouais, donc pour toi, effectivement, ce l'alignement, il est important. Alors, tu parles effectivement de beaucoup de possibilités, d'interagir, mais justement, quand on est un dirigeant, qu'on est alors pas forcément une très grosse structure, pour toi, comment on doit s'organiser pour justement, est-ce qu'on privilégie les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est un impact, vraiment très fort avec, bah, des communautés fortes si on y arrive à les développer ou bah, il faut mixer justement ces éléments de prise de parole pour se dire: «Bah, voilà, effectivement, je vais pas toucher les mêmes personnes, mais c'est important pour moi d'y être». Alors, moi j'ai un raisonnement, très pragmatique, parfois même très terre à terre. La question de fond, c'est à qui on veut parler? Puis, où est-ce que cette cible se situe? Et enfin, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire avec, quel call to action? Qu'est-ce qu'on a envie de faire faire à cette cible? Lorsque un dirigeant veut parler, à ses actionnaires, le canal des réseaux, si tous ces actionnaires ne suivent pas forcément ce dirigeant et qu'il n'est pas une top voice de LinkedIn et qui n'a pas, 200 000 abonnés, sans doute que le canal du réseau social n'est pas le bon canal.
le un des éléments qui est compliqué quand on accompagne des dirigeants, ce sont les dirigeants qui nous disent: «Bah, en fait, je veux parler, à tout le monde. Je veux urbi et orbi, diffuser un message et parler au plus grand nombre». L'enjeu, le meilleur moyen d'avoir, une communication la plus efficace possible, c'est de se dire, en réalité, par type de priorité, à qui je veux m'adresser et où est-ce que ces audiences sont. Si je veux m'adresser, à, des journalistes et que ces journalistes me suivent, si je veux m'adresser à mes pairs et que mes pairs me suivent sur mon compte LinkedIn, alors très bien, faisons des contenus sur, LinkedIn, ayons des statuts, de Top Voice, faisons partir des newsletters via les LinkedIn, énormément d'outils, participons à des podcasts. Mais où est son audience? Et c'est souvent ça, d'après moi, le juge de paix, de, la communication du dirigeant la plus efficace possible. Être capable de savoir à qui l'on veut parler et mon expérience, alors peut-être que tu as la même, c'est, parfois lorsqu'on accompagne des dirigeants, et qu'on leur dit: «Mais concrètement, si vous aviez une baguette magique, quelles seraient les 15, les 20 personnes, les 20 noms, hein, l'incarnation de ces personnes à qui vous aimeriez parler?» Et c'est là où du coup on peut affiner des audiences et se dire: «Bah, en fait, cette personne, si elle ne vous suit pas sur LinkedIn ou ce groupe de personnes, s'ils ne font pas partie de vos abonnés, alors, vous ne les toucherez pas ou alors il faut trouver une manière de les adresser, de leur envoyer des invitations, de les onboarder dans une newsletter, ce genre de choses. Donc le fond de la question de ces dirigeants, c'est d'abord à qui vous voulez parler, pour leur dire quoi, puis pour leur faire quoi, en tout cas avec quel call to action et c'est comme ça, à mon sens, que la prise de parole du dirigeant peut s'affiner et donc in fine se gérer au mieux et donc parfois ne pas vouloir parler à tout le monde, mais vouloir parler à un petit nombre de catégories de population et à partir de là, avoir un plan d'action, construit, cohérent et qui peut être, court, en tout cas ne pas forcément y passer un temps, trop important. Alors justement, tu parles, de plan d'action. Si on veut vraiment aller, donc encore à l'étape suivante, on veut dire qu'on a fait cette première étape avec, les dirigeants, d'entreprise. Est-ce que tu aurais justement des conseils incontournables pour, réussir justement à mettre en place ces prises de parole des dirigeants et collaborateurs sur, les réseaux sociaux? Alors, dirigeants et collaborateurs, ce sont, 2 émetteurs assez, différents. Heu et au fond, le dirigeant, en fonction de la taille de son organisation, doit avoir, une réflexion, sans doute un peu différente. Heu, Moi, j'ai 3 conseils clés. Le premier, c'est que, est-ce que finalement nous sommes le porte-voix de notre entreprise ou au fond, l'entreprise a elle-même ses propres messages corporate et le dirigeant est un étage supplémentaire de la fusée et n'est donc pas simplement le relais des messages de, son organisation, mais peut permettre d'aller sur des, secteurs, des sujets, des thématiques, différentes. Et donc pour moi, il y a la différence entre le dirigeant porte-parole et le dirigeant qui montre que son entreprise, que son format de leadership peut aller sur d'autres thématiques. Déjà là, c'est un premier critère et on le voit d'ailleurs sur quelques personnalités, influentes, sur, les réseaux. On voit le fait que parfois vous avez des dirigeants qui s'expriment sur, leur vision de, l'univers du sport, de la culture, parfois même de la politique, qui sont au fond assez éloignés des messages ou de l'objet, de leur entreprise ou de leur organisation. Mais ils viennent témoigner de, des sujets qui les touchent, des sujets importants pour eux, qui ne sont pas directement corrélés avec, ceux de leur organisation. Le 2e, conseil, incontournable, c'est, qui trop embrasse, mal étreint. Et donc, être en capacité de savoir pourquoi on fait cette communication, sur, les réseaux et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche à inspirer? Est-ce qu'on cherche à, regrouper autour de soi, des personnes qui pensent comme nous? Au contraire, est-ce qu'on cherche à, secouer l'écosystème en ayant des prises de position, originales, à ouvrir la fenêtre d'Overton au contraire et arriver sur, des sujets qui sont, beaucoup plus clivants. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et souvent les dirigeants qui, font, appel à des structures, comme les nôtres, veulent faire beaucoup de choses, qui ne sont pas, convergentes et donc du coup de prendre à la fois des positions qui ne
qui ne viendraient pas ébranler, certaines certitudes ou qui seraient, un un alors non pas un robinet d'eau tiède, mais en tout cas des propos qui seraient, très, classiques et en même temps vouloir, toucher énormément de monde et engager beaucoup de personnes. Et bien par principe, non, puisqu'un propos classique n'engagera pas, des dizaines, des centaines, des milliers de gens. Et donc le troisième conseil que je donnerais, c'est d'être en capacité de pouvoir différencier des contenus qui sont des contenus qui nous tiennent à cœur et des contenus qui seront faits pour montrer qu'au fond, nous ne sommes pas le personnage que nous pensons et donc penser l'originalité du contenu, l'originalité du message, tout en ayant, parfois des rythmes de publication qui permettent d'avoir une communication porte-voix, une communication qui nous tient à cœur et puis une communication qui réagit à l'actualité et d'avoir comme ça des cycles, qui permettent de suivre des objectifs, mais que ces objectifs convergent toujours vers la création d'un personnage médiatique, en tout cas d'un personnage qui, via son propos, pourra inspirer, regrouper, ou parfois créer la polémique. Alors, sur cette partie-là, il y a aussi donc tu parlais de justement d'aller sur des sujets qui ne sont pas, forcément, les tiens au départ. C'est vrai qu'on a certains, on va dire, syndicats par exemple pour parler du MEDEF par exemple, il y a certains syndicats qui aujourd'hui, demandent, et proposent à leurs adhérents, d'aller justement sur des thématiques, qui ne sont pas, les leurs. Et en tout cas des thématiques plutôt sociétales, bon économiques éventuellement dans la société, mais en tout cas sortir un peu du ronron de l'entreprise. Est-ce que pour toi c'est intéressant? Est-ce que c'est un vrai danger? Comment ça doit être appréhendé par le dirigeant? Alors, le problème du sujet politique, c'est que oui, c'est un danger. C'est un danger pour la réputation de leur entreprise, puisqu'ils sont à la fois une voix qui doit compter, mais ils ont aussi, à diriger une organisation, une entreprise. Donc le propos politique, qui risque du coup de créer un effet repoussoir de certains publics est un danger. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y a des enjeux de société et donc on a vu certains dirigeants prendre la parole sur LinkedIn et à travers des tribunes sur, un engagement, pour, il y ait une charge fiscale plus faible, pour qu'il y ait, certains éléments qui sont de l'ordre du message de groupe que pourraient avoir, certaines associations professionnelles, certains syndicats, au fond, ils ne font que relayer la parole de leur structure et au fond, si c'est un discours, cohérent quand on est, adhérent du MEDEF, de la CGPME, que dans son propos sur, LinkedIn au titre de dirigeant, on, explique pourquoi on est acquis à cette cause n'est pas choquant. En revanche, les prises de position qui, sont prises de manière très, unilatérale, à savoir, d'un engagement qui serait purement personnel et une cause purement personnelle parce que politique, elle risque d'avoir un effet boomerang parce que derrière, il y aura, une campagne de dénigrement qui pourrait avoir lieu. C'est d'ailleurs, beaucoup le cas dans des entreprises qui, dans un univers très, de commercial par exemple, pourraient générer, parfois, des éléments qui pousseraient les consommateurs ou les utilisateurs à bannir les produits de, la marque en question, de l'entreprise en question, et donc à avoir des appels à des boycotts, et donc on a pu avoir des dirigeants qui, par leur prise de position, ont, eu un impact direct sur leur entreprise. C'est pour ça que, s'engager sur des causes, doit être un risque très calculé pour que ce soit sur, des causes, de société, pourquoi pas? Mais, être en capacité en amont de se dire: «Si je prends, tel ou tel parti, je risque quand même d'avoir, des haters, même sur LinkedIn, et donc de mettre aussi mon entreprise en risque». Donc il faut qu'il y ait une réflexion sur le risque de la prise de position de ces dirigeants sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que il y a toujours un comme on dit, on prend toujours un risque, à prendre la parole, mais souvent il faut plutôt voir le côté positif. Sinon, quand souvent quand on accompagne les dirigeants effectivement, si on reste sur ce côté-là, ils osent pas prendre la parole. Mais par contre, est-ce que quand même pour toi, il faut intégrer dès le départ cette capacité de gestion de risque, par rapport bon, on parle de plus en plus, hein, maintenant de fake news, de désinformation, dans ces stratégies, d'advocacy? Le dirigeant,
La question de la fake news, à mon sens, ne se pose pas vraiment puisque, la plupart du temps, ces dirigeants sont accompagnés, peuvent échanger avec, des responsables de communication, avec des agences, avec, tout un tas d'acteurs et donc en réalité, ils viennent témoigner d'une situation. Ils sont assez peu vecteurs de fake news. En revanche, effectivement, ils peuvent être susceptibles d'être dans des démarches d'exagération, d'amplification de mouvements et donc du coup, oui, je crois que d'abord pour tous les dirigeants qui ont des marques commerciales fortes dans des univers très grand public, c'est beaucoup moins le cas dans des univers B2B, mais dans des univers très grand public, il faut quand même essayer de s'éloigner au maximum d'un risque commercial parce que quand on est dirigeant de telle ou telle marque consommée par les Français, prendre des positions, clivantes, c'est prendre un risque de boycott et donc d'impact commercial sur sa marque. En revanche, il peut y avoir, une réflexion sur jusqu'à jusqu'à où ou comment on peut aller sur certains sujets qui comptent pour le dirigeant, sans qu'il ait un impact sur la marque et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a qu'on considère que le leaders advocacy aujourd'hui, l'employé advocacy sont une composante complémentaire de la démarche de, communication corporate, de la marque, de son écosystème, mais qu'il y ait une forme de tableau de bord, et de cohérence entre les prises de parole des marques et les prises de parole de ses dirigeants et ça, c'est pas forcément évident quand on fait partie de très grands groupes, et quand on est, le dirigeant, du groupe Accor, à la tête, de très nombreuses marques commerciales. Il est quand même très difficile d'avoir, quand on voit la multiplicité des marques, auxquelles, enfin, qui sont, sous le couvert du groupe, de pouvoir avoir un propos qui ne vient pas d'une manière ou d'une autre interférer avec, les communications de chacune de ces marques. Donc oui, il y a sans doute, parfois la complexité de tremper sa plume dans l'encrier et d'être en capacité de trouver le bon slot sur lequel se positionner. Alors tu parlais tout à l'heure justement de l'intérêt de ce qu'on diffuse et on voit aussi, hein, que, souvent les algorithmes, aiment bien tout ce qui peut être viral, et notamment sur LinkedIn aussi. Ce qui fait qu'on va dire qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui peuvent être décriées alors qu'ils sont, appelés dans ce podcast, au départ, il y a quand j'ai débuté, on appelait ça la facebookisation de LinkedIn, qui maintenant avec l'évolution, on appelle ça la tiktokisation de LinkedIn. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est une vraie tendance, d'avoir effectivement une partie, des propos qui sont, d'ordre très personnel, de vraiment, et qui finalement n'ont pas forcément toujours, alors je dis bien toujours parce qu'après on peut toujours, rediscuter de ça, mais en tout cas n'ont pas forcément lieu sur ce réseau-là? Oui, effectivement, la limite, c'est que, il y a le fait d'un propos, qui est trop personnel et qui, du coup, devient un propos qui n'est plus celui de, la fonction du compte LinkedIn qu'il exprime, mais de la personne. Hem, Moi, j'essaie d'expliquer à mes clients que la personne qui parle, c'est à la fois le nom de la personne, mais c'est la fonction de cette personne et c'est au fond la fonction qui exprime un propos. Quand c'est simplement la personne et que du coup celle-ci met en scène, sa vie privée. On a vu certains dirigeants qui, parlaient de leur maladie, parfois des décès de proches et effectivement ça, on rentre dans une personnification, du propos qui n'est plus sa personnalisation. Encore une fois, LinkedIn doit rester un réseau professionnel, maintenant que des enjeux de société, que des enjeux qui nous touchent à titre, personnel, rentrent dans des enjeux de société, bien entendu. Mais si on veut exprimer, un point de vue personnel, il existe complètement d'autres réseaux et vous avez d'ailleurs parfois des dirigeants qui sont sur TikTok et qui peuvent avoir une prise de parole bien différente qu'on soit sur TikTok ou qu'on soit, sur LinkedIn. Et d'ailleurs certains grands dirigeants ont des comptes LinkedIn, passionnants et ont aussi des comptes, TikTok, passionnants. Après, pour reprendre ton propos de TikTokisation de compte LinkedIn ou de Facebookisation, moi, je fais partie de ces personnes qui ont notamment travaillé dans l'univers politique et donc, avec le côté quand on prend un propos sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas d'engagement, on se dit: «Oh là là, c'est vraiment dommage que personne n'ait vu mon propos» et puis quand on a un propos qui est très viral, on se dit: «Ah non, mais alors là, ça a pris trop d'ampleur».
C'est toujours la même chose, quoi. Est-ce qu'on cherche à être entendu ou est-ce qu'on cherche à parler pour parler et pas pour être entendu? Moi, je pense que le risque de la viralisation, quand on a une communication contrôlée, n'est pas un risque. Bien au contraire, c'est une formidable opportunité. Donc on ne peut pas se plaindre d'une plateforme qui est de plus en plus virale, et de l'autre côté, de se dire: «Bah, oui, mais au fond, quand je me suis donné du mal à écrire un contenu, passionnant et intéressant sur LinkedIn, au fond, il est tellement précis ou tellement pointu, qu'il a eu 8 engagements, et 200 vues». Ben, oui, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre, la volonté de viralisation et la capacité à parfois avoir des contenus trop précis, trop pointus, qui ne trouvent pas son audience. Alors, dans le dernier épisode, pour ceux vos auditeurs, si vous l'avez pas écouté, je vous le reconseille avec Thomas Rudel. On a parlé aussi moi j'appelle ça les signaux faibles, parce que c'est vraiment le début de la réflexion, mais en Europe, on va dire pour certains pays, c'est plus la réflexion, c'est déjà l'activation. C'est, la capacité aujourd'hui à venir sur, des chaînes personnelles, style WhatsApp. Alors on a le support si on souhaite, on peut choisir d'autres plateformes, mais en tout cas, c'est une vraie réflexion presque, je dirais moi en tant que, expert réseaux sociaux depuis une vingtaine d'années où, on revient presque à un système classique, de push, très descendant où, la personne qui reçoit, elle peut faire juste un like et puis, très peu interagir. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est une tendance forte, pour, les médias, mais qui devient justement une tendance aussi, pour, les prises de parole des dirigeants. Est-ce que toi ça fait des choses que tu peux conseiller ou en tout cas aujourd'hui qui peut, dont on peut se poser la question, pardon? Alors, oui, on peut se poser la question de la chaîne de créer une chaîne WhatsApp. La chaîne WhatsApp intuitu personné, la chaîne WhatsApp, mais effectivement, ça marche aussi sur Telegram ou sur, de nombreuses autres plateformes. Le problème alors ça peut marcher dans notamment, et alors ce sera, sans doute que ce propos fera réagir, mais ça pourrait être le cas de politiques qui ont un enjeu d'intuitu personné, et donc de pouvoir, via des newsletters LinkedIn, une fois qu'ils ont mis en place une newsletter LinkedIn, de se poser la question de pourquoi pas une chaîne WhatsApp qui permettrait que je discute avec mes fans, au sens premier du terme fan, avec les personnes qui ont envie de recevoir du contenu qui est ciblé par moi. L'inconvénient de ce genre de choses, c'est que on ne maîtrise pas sa viralité. On ne maîtrise pas la chaîne d'échange, ce qui est beaucoup plus le cas sur, LinkedIn, par exemple. Et puis le problème de la chaîne WhatsApp, c'est qu'elle a été quand même, qu'elle est de plus en plus utilisée par des marques pour avoir un discours plus commercial. La question entre le fond, LinkedIn aujourd'hui a encore une approche où les comptes LinkedIn, les newsletters LinkedIn, les contenus que des dirigeants intuitus personnels peuvent véhiculer sur LinkedIn ont un élément de fond qui peut dépasser le cadre informatif, mais qui peut aller sur une phase beaucoup plus analytique. La chaîne WhatsApp aujourd'hui n'a pas cette image. Alors que l'outil soit utile, je n'en doute pas du tout et je le recommande, très souvent à des clients, mais à des personnes intuitu personae, elle n'est qu'une courroie d'information et pas vraiment d'analyse. D'ailleurs, l'usage que nous tous avons de WhatsApp est un usage d'échange et de commentaires ou parfois même de pur marketing digital parce que vous allez recevoir le catalogue de votre supermarché favori ou, les promos de marques qui vous intéressent. Mais aujourd'hui, être sur des éléments de fond, heu, analytiques, j'allais dire quasi intellectuels, de réflexion via une chaîne WhatsApp n'apparaît pas encore dans l'usage, en tout cas pas totalement. Ouais, il y a aussi, il faut pour le rappeler pour nos auditeurs, hein, sur Instagram aussi avec les canaux, vous pouvez avoir effectivement les influenceurs aujourd'hui, moi qui cours beaucoup les trailers, on utilise beaucoup ces éléments-là de communication pour justement, les abonnés. On reste sur une démarche, équivalente. Sur justement, tu parlais de noms de référence. En tout cas, est-ce que toi tu aurais, pour conclure, quelques noms de personnes, à suivre, qui nous permettraient justement de voir, leurs bonnes pratiques? Alors, oui, j'en ai, de nombreux, mais, hem, je crois qu'il y a un élément le plus important, c'est d'être en capacité de se dire que quand, toi, moi, les auditeurs de ce podcast vont sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils cherchent à y faire? Justement et ce sera peut-être le fil rouge de cette discussion, est-ce que je cherche à être inspiré? Est-ce que je cherche à m'informer de mon secteur? Qu'est-ce que je cherche à y faire?
Et moi, je trouve qu'il y a des personnalités qui, ont des expressions, et des formats de contenu qui sont pas nécessairement dans mes univers, mais que je trouve, incroyables. Alors, la première personnalité, et qui va sans doute faire sourire certains de ses auditeurs, mais c'est, Sandrine Chauvin, qui, est la personne qui est en charge de LinkedIn, au niveau européen et qui, utilise son compte LinkedIn pour, avoir des contenus, parfois sur, des femmes influentes, parfois sur des marques influentes, avec des formats très différents. Et alors ce n'est pas pour faire la promo de la plateforme en elle-même, mais, je trouve que les contenus de Sandrine Chauvin sont, incroyables. Elle a lancé un contenu, sur des personnalités féminines inspirantes, où elle a interviewé, de nombreuses personnalités, Amélie Oudéa Castéra notamment. Et je trouve que typiquement Sandrine Chauvin est un compte LinkedIn, à suivre. Hem, je trouve dans un tout autre univers que, Claire Mounier-Veillée, qui est une cardiologue du CHU de Lille et qui fait beaucoup de contenu, qui est une, professeure de médecine vasculaire, doit avoir plus de 200 000, je crois 200, plus de 240 000 abonnés et fait des contenus incroyables alors qu'elle est une cardiologue et qu'on se dirait qu'une cardiologue sur LinkedIn, c'est pas forcément les contenus qu'on va aller regarder. Les contenus qu'elle propose, sont extraordinaires. Et puis peut-être par souci de parité, j'ai cité 2 femmes, 2 hommes. Je trouve, alors là peut-être dans un encore une fois tout autre univers, mais moi j'aime beaucoup le compte de Dominique Schleicher, le PDG de Coopérative U, qui, dans les formats, de propos qu'il utilise est capable alors, c'est un acteur de la grande distribution, donc il touche de très nombreux, domaines, liés, à l'agriculture, à l'alimentation, aux stations d'essence, qui sont dans notre actualité. Mais je trouve que les formats, de Dominique Schécher sont incroyables et que la tonalité et justement, on parlait tout à l'heure de la justesse du propos, être à la fois dans le cœur de l'actualité sans être, segmentant ou stigmatisant est vraiment top et moi j'aime à suivre, ces contenus et puis, peut-être, pour faire une autre voix qui je trouve est très intéressante, celle de Nicolas Chaban, qui là aussi, tout en défendant des points de vue qui lui tiennent à cœur, a une justesse de propos, assez incroyable. On n'a pas forcément 200 000 abonnés, on peut être très influent sans avoir 200 000 abonnés. Voilà et peut-être un mot, mais l'outil LinkedIn, la capacité des leaders à être expressifs sur LinkedIn, même s'ils n'ont pas 200 000 abonnés, c'est qu'aujourd'hui, quand on est, conseiller dans un cabinet ministériel, quand on est journaliste, d'opinion ou, journaliste tout court, on va chercher des informations sur LinkedIn. On va chercher des personnes qui, heu, deviennent référentes sur des, sujets parce que, on va faire, une recherche sur une je discute avec de nombreux journalistes qui me disent: «Mais la le quand je fais un sujet, quand je fais un papier sur, tel ou tel sujet, avant même de taper sur Google, je vais aller sur LinkedIn, taper des mots-clés pour savoir qui sont les personnes qui s'expriment sur ce sujet» et ça, c'est que du coup le leader advocacy, le canal qu'est LinkedIn n'est pas simplement un canal d'expression en lui-même, il est devenu aussi un canal d'inspiration, pour de nombreux journalistes. Charlie Perrault, par exemple, quand sur son compte LinkedIn publie, des contenus passionnants, relaye son média et donc au fond, aujourd'hui LinkedIn, pour ses dirigeants, c'est une forme de caisse d'élargissement de leurs propos, un porte-voix qui dépasse, et de très loin le simple canal de social media qu'il est. OK, bon, on mettra de son comme d'habitude, hein, pour nos auditeurs, ces noms dans les notes de l'émission. Merci mille fois Patrick de ces échanges parce que effectivement c'était très intéressant de revoir avec toi certains points de vue et certains sujets d'actualité. Pour nos auditeurs, bah, n'hésitez pas à partager, ce podcast auprès d'un ou d'une amie et de mettre une note sur les plateformes streaming. Vous savez que c'est comme ça aussi, que, notre podcast se développe de plus en plus, et on le voit bien à chaque fois, hein, que, vous partagez, le nombre d'auditeurs, augmente, considérablement et puis, bah, écoute, à une prochaine, Patrick et puis pour nos auditeurs,
On se retrouve dans 15 jours pour encore, une belle rencontre autour de la leader advocacy. Merci Patrick. Merci beaucoup.